Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Calmi de l'hôpital de l'Université de Genève et nous n'avons qu'une heure de temps et nous avons beaucoup à couvrir. C'est pour cette raison que nous commencions immédiatement. C'est un plaisir pour moi que de modérer ce webinaire, le dernier d'une série de webinaires organisé pour les personnes vivant avec le VIH. Les autres webinaires qui ont eu lieu et qui se sont concentrés sur la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et les moyens à travers lesquels nous pouvons développer l'approche centrée sur les droits de l'homme dans notre riposte ont déjà eu lieu. Aujourd'hui, nous allons parler des institutions de santé et nous allons parler des défis auxquels les personnes vivant avec le VIH font face, surtout les femmes. Et nous allons avoir l'opportunité de parler de certaines approches visant à la réduction de la stigmatisation et de la discrimination. J'ai quelques remarques d'ordre logistique. Nous n'allons pas prendre des questions du chat. Si vous avez des questions, écrivez-les dans la catégorie de questions-réponses, Q&A box. Vous pouvez accéder à l'interprétation simultanée vers l'anglais, le français et l'espagnol en appuyant sur le globe terrestre et en choisissant le canal qui vous plaît. Cette réunion va être enregistrée. Il est temps pour moi de présenter notre première intervenante, Karen Dunaway, activiste du Honduras, qui est spécialisée en plaidoyer responsable des projets d'ICW Global et a fait partie du programme d'assistance technique aux personnes vivant avec le VIH. Elle a présenté plusieurs ateliers de formation. Et elle tire de son expérience professionnelle et personnelle pour lancer des initiatives de plaidoyer. Merci beaucoup d'être parmi nous et je vous donne la parole, Karen, pour commencer. Merci beaucoup, Alexandra. Bonjour à tous. Merci de m'inviter à participer à cette série de webinaires. Je suis heureuse d'être parmi ce groupe de femmes fortes. J'ai une présentation que je vais partager avec vous et je vous assure que je ne vais pas passer les 10 minutes, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'informations à couvrir et que je dois parler un peu lentement pour les interprètes. Je vais commencer. La présentation que j'ai préparée parle du cours de la communauté internationale des femmes vivant avec le VIH, ICW. Il s'agit d'une expérience de femmes qui ont été abusées par les fournisseurs de santé médicale, y compris l'abus et l'exploitation. Ce rapport vise à mettre l'accent sur le mauvais traitement et l'abus dont ces femmes ont été victimes et nous allons de même parler de plaidoyer pour que nous puissions aller de l'avant à la lumière de ces expériences. Nous visons aussi à documenter ces expériences. Mais avant de partager avec vous mon écran, je voudrais commencer par la définition de la coercion. En effet, ces catégories représentent les pratiques les plus répandues selon notre recherche. Il s'agit d'une liste non exhaustive et qu'il y aurait peut-être des exemples sur lesquels ce rapport ne s'est pas concentré. Par exemple, dire à une personne
de ne pas avoir un enfant, de ne pas avoir d'autres enfants en raison du statut de VIH, de mettre un terme à une grossesse, de ne pas assurer des outils de contraception. De exercer une pression pour l'utilisation d'une méthode de contraception bien spécifique, la nécessité d'utiliser des moyens de contraception dans le but de ne pas être affecté par le VIH et autres. En ce qui concerne l'abus et le mauvais traitement, il s'agit d'une coercion exercée dans le but de renforcer le mauvais traitement et ceci représente une violation des droits de la santé sexuelle et à la santé reproductive. Il existe une certaine méthodologie qui a été orientée par 15 femmes vivant avec le VIH et elle se concentre sur trois piliers. D'abord, l'index de stigmatisation avec l'aide de l'Université Johns Hopkins, représentant plus de 26 000 femmes de plusieurs régions, l'Europe de l'Est, l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine. Nous avons plusieurs euh, un rapport concernant ces études. Le deuxième pilier est l'étude qualitative des études de cas en arabe, en anglais, en français, en anglais, ainsi qu'une série d'entrevues et des études de cas dans le but de refléter les expériences des femmes à travers le monde. Que veut dire l'indicateur de stigmatisation? Il s'agit d'une quantification qualitative qui a eu lieu et là, il s'agit d'une étude sociale qui se concentre sur les comportements des personnes affectées par la stigmatisation dans plus de 180 pays. Et il s'agit d'entrevues avec plus de 150 000 personnes. Cette étude est menée par un partenariat international avec la participation de l'ONU-SIDA, ICW, GN+, et l'Université Johns Hopkins. Comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit de la participation de 23 pays dans le cadre de trois régions, comme nous l'avons déjà mentionné, avec la participation de plus de 26 502 femmes vivant avec le VIH. Merci de passer à la prochaine diapositive. En ce qui concerne les résultats clés, avant de rentrer dans les détails, je voudrais dire que 4,4% de femmes vivant avec le VIH ont parlé d'expériences coercitives durant les 12 derniers mois et 20% des femmes vivant avec le VIH ont eu une seule expérience ou plus durant le cours de leur vie concernant de telles pratiques et surtout lors de leur grossesse. Les femmes vivant avec le VIH souffrent d'un grand taux d'avortement
et de stérilisation irréversible. Vous pouvez voir les niveaux enregistrés en Amérique latine pour la stérilisation 14,1%, 9,8% concernant les pressions exercées au niveau de la planification familiale et 13,2% souffrant de pratiques liées à la période de grossesse et d'allaitement. Et toutes les catégories de femmes ont parlé de ces cas auxquels ils ont fait face durant l'année passée, avec les niveaux les plus élevés enregistrés en Amérique latine, suivis par les pays de l'Europe de l'Est. Ici, nous pouvons voir la distribution des femmes vivant avec le VIH dans tous ces pays. La proportion de femmes qui ont parlé de tels cas est très élevée. En Bolivie, par exemple, le taux arrive à 24,7%. Nous avons de même voulu essayer de comprendre le rôle de la contraception et de la planification familiale. Nos estimations sont de l'ordre de 18% au Nicaragua et de 20% en Bolivie. Il s'agit d'une coercion qui est exercée comme un prérequis pour l'obtention du traitement de VIH. Certaines femmes n'ont pas eu le droit d'avoir accès aux préservatifs puisque les femmes vivant avec le VIH ne sont pas supposées avoir des relations sexuelles. En ce qui concerne la stérilisation, il s'agit d'une forme de contraception qui est irréversible. Et l'exercice de cette pression seulement puisque la femme est atteinte de VIH est considéré comme une pratique coercitive. Et durant les 12 derniers mois, des signalements de tels cas ont été déclarés dans cette liste de pays, sachant qu'il y a eu bien évidemment des cas similaires avant le début de cette campagne de collecte d'informations. Je vais aller plus vite pour ce qui est des expériences d'abus de la part des fournisseurs de services de santé, par exemple, violence physique, violence verbale et déni de soins. Comme vous pouvez le remarquer, 3,9% dans l'Afrique subsaharienne, 4,4% en Europe centrale et en Europe de l'Est et 6% en Amérique latine pour ce qui est de l'abus verbal. Nous avons de même fait une analyse à la lumière des différentes identités de femmes vivant avec le VIH. Les femmes vivant avec le VIH, travailleuses de sexe, utilisatrices de drogue ou plus exposées au VIH que d'autres catégories. Et nous avons de même comparé les catégories d'âge, les femmes jeunes et d'autres catégories d'âge comme des femmes plus âgées ou des femmes non migrantes. Vous pouvez remarquer que les travailleuses de sexe en Amérique latine ont enregistré des niveaux plus élevés au niveau des trois catégories. Pour ce qui est de l'Afrique subsaharienne, les femmes ayant une histoire de travail de sexe sont plus exposées à cette expérience de coercion. Et de même pour la région de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale, où ces femmes sont à leur tour plus exposées à ces risques.
Pour ce qui est de la coercion reproductive, expérimentée, excusez-moi, par les femmes vivant avec le VIH qui utilisent des drogues, 4% des femmes vivant dans l'Europe de l'Est et l'Asie centrale et euh, 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 environ 9,5% de femmes en Amérique latine utilisatrices de drogue ont signalé de tels cas. Au début de la présentation, j'ai dit que nous voulions aussi documenter nos propres voix. Et ce rapport a été guidé par le comité directeur de l'IAS. Nous avons eu une série d'entrevues avec des femmes ayant fait face à de telles pratiques. Voici le témoignage d'une femme du Cameroun. L'on m'a dit qu'il est dangereux d'avoir un enfant et que je dois être stérilisée. J'ai fait l'expérience d'une pression très grande pour ne pas allaiter, mais aujourd'hui, malgré tout ceci, mon enfant est en bonne santé. Un autre témoignage du Kenya. Cette année, nous étions en train d'aider une femme qui était en prison et qui souffrait de toxicomanie. Elle n'avait aucun rendez-vous dans une clinique et venait juste d'accoucher. Elle était en prison avec un enfant âgé de 3 ans et un bébé âgé de 3 mois jusqu'à ce que nous avons pu lui assurer le soutien nécessaire. Il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de soutien psychologique et qui utilisent de la drogue au sein des prisons. Notre recherche a prouvé que la coercion qui est expérimentée par les femmes vivant avec le VIH, surtout les femmes venant de populations clés, est un cas très fréquent et qui n'est pas suffisamment signalé ni suffisamment analysé. Il s'agit de pratiques persistantes et normalisées qui deviennent des pratiques posant des problèmes structurels pour les femmes vivant avec le VIH. Ceci a un impact négatif au moyen et au long terme, bien évidemment. Et nos résultats ont montré aussi que les programmes de santé sexuelle et reproductive accordent plus de priorité aux autres groupes qu'aux femmes vivant avec le VIH. Les pratiques de prévention ne s'attardent pas sur le consentement de la femme, ce qui mène à la surveillance, à la punition et au jugement. Et la discrimination et la stigmatisation liées au VIH intersectent avec des normes de genre très néfastes. Le rapport a été publié et vous pouvez le trouver sur notre site web. Que vous pouvez voir à l'écran. Nous avons de même le résumé exécutif disponible en espagnol, en français et en russe. Et je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Nous avons un appel à l'action qui est de même lancé et j'espère que je n'ai pas dépassé les 10 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Karen. Ce que vous avez dit est très intéressant et montre la différence que nous avons au niveau de différentes régions. Si vous avez des commentaires ou des questions à poser à Karen, je vous demande de patienter. Nous allons maintenant partager avec vous une petite vidéo qui a été produite par ICW et qui met l'accent sur les défis auxquels les femmes vivant avec le VIH en Argentine font face. Il s'agit d'une histoire d'allaitement de femmes vivant avec le VIH et de criminalisation.
Mélodie est atteinte de VIH, mais elle attend aussi un enfant. En 2016, l'OMS a déclaré que les femmes vivant avec le VIH avec un virus indétectable peuvent utiliser plusieurs méthodes pour pouvoir planifier leur famille, sachant que les professionnels doivent leur fournir les soins nécessaires. Mais notre amie était très anxieuse parce qu'on lui a dit qu'elle ne peut pas allaiter et que ceci va être très illégal et néfaste pour la santé de son enfant. On lui a demandé une autorisation judiciaire pour pouvoir pratiquer ce droit. Et soudain, Mélodie s'est demandé, si je suis moi-même la maman de ce bébé, pourquoi ne puis-je pas décider de son avenir? Elle a commencé à ressentir les contractions, mais les choses sont devenues très compliquées lorsque les fournisseurs de santé lui ont montré le formulaire numéro 6 qui stipule la nécessité de ne pas permettre à la maman d'allaiter. La communauté de femmes vivant avec le VIH en Argentine a pu intervenir et les autorités ont décidé de lui accorder ce droit. Et depuis ce matin, elle est devenue de plus en plus préoccupée parce qu'elle ne voulait pas commettre un crime en allaitant son enfant. La police est venue pour lui dire qu'elle pourrait faire face à des accusations criminelles. Mais les femmes sont venues en aide à Mélodie pour lui assurer les informations nécessaires et pour l'accompagner dans le cadre de cette démarche juridique qu'elle devait lancer pour pouvoir garantir ce droit. L'allaitement n'est pas un crime et les femmes vivant avec le VIH peuvent décider d'allaiter leur enfant. Ces recommandations ont été assurées et voici en résumé ce qui est dit dans cette vidéo puisque le son ne nous parvient pas très bien. La criminalisation a été assurée et les fournisseurs de santé ne peuvent pas criminaliser les femmes. Merci beaucoup pour cette vidéo. Je remercie les organisateurs et maintenant, nous pouvons commencer une deuxième discussion avec Erika Spielmann et Emma. Emma, qui est directrice exécutive de l'EARC, une ONG pour les femmes au Ghana. Elle est experte en développement et en évaluation. Elle a travaillé avec plusieurs institutions du secteur privé dans le cadre de la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Erika Spillman est experte dans le cadre de la prévention du VIH avec une concentration sur les populations clés et les jeunes. Erika travaille actuellement au sein de l'OMS dans la planification d'initiatives ciblant les institutions de santé avec des plaidoyers pour l'utilisation de préservatifs et autres types d'initiatives. Je vous souhaite la bienvenue, mesdames, et je commence par une question à vous poser, Emma.
Emma, je sais qu'au Ghana, l'approche est une approche basée sur les services assurés au sein des institutions de santé. Emma, nous ne pouvons pas vous entendre. Oui, je suis désolée, je n'avais pas activé mon micro. Merci pour cette opportunité. La Total Facility Approach est une approche innovatrice visant à réduire la stigmatisation parmi les travailleurs de santé et d'améliorer l'accès aux services de santé et d'améliorer le résultat de VIH. Comment avons-nous pu faire ceci au Ghana? En effet, en commençant par un questionnaire à travers lequel nous avons pu identifier les comportements stigmatisants pratiqués par les fournisseurs de santé. Et à la lumière de ces résultats, nous avons rencontré la direction de ces institutions de santé pour pouvoir leur faire part de ces résultats, des résultats des questionnaires. Et nous avons découvert que ces personnes étaient choquées par le résultat de ces analyses, puisque si vous leur demandez est-ce que vous faites une discrimination, bien évidemment, leur réponse va être non, nous sommes des scientifiques. Mais une fois les données signalées, ces directeurs ont été choqués par la présence de telles pratiques au sein de leurs institutions. À la lumière de ces résultats, nous avons développé des interventions qui ont commencé par la formation des formateurs. Nous avons entraîné 8 fournisseurs de santé médicale afin de les former, afin qu'ils puissent à leur tour former leurs collègues dans ces institutions. Et une fois de retour dans leur établissement, ils ont pu entraîner leurs collègues. Il s'agit d'une approche très innovatrice qui engage les médecins et leurs patients. Après cette formation de formateurs, comme je l'ai dit, ils reviennent à leurs établissements pour pouvoir organiser le plus grand nombre de formations aux employés de ces établissements. Et une fois cette tâche accomplie, durant ces formations, ils arrivent à identifier des personnes qui sont passionnées de lutte contre la stigmatisation. Ces personnes sont sélectionnées pour faire partie d'un groupe de champions. À la lumière des exigences de ces établissements, ils peuvent développer certaines initiatives pour lutter contre la stigmatisation et nous leur accordons quelques revenus financiers pour pouvoir organiser leurs activités. Donc, voici très rapidement que cette approche a pu réaliser. Merci, Emma. J'ai une autre question à vous poser. Quelle est la clé de succès selon vous de cette approche et que pouvons-nous exécuter dans d'autres pays? Il s'agit d'une approche globale, bien évidemment, qui a été développée au Ghana, mais comment pouvons-nous encourager d'autres pays à adopter des initiatives similaires? Oui. Euh, euh, D'abord, il faut commencer par la collecte de données.
Et à la lumière de la quantification de ces données, vous pourriez développer des outils que vous pourriez utiliser pour pouvoir bien expliquer l'étendue de la stigmatisation. Après, nous procédons à des formulaires en ligne remplis qui nous permettent peut-être de remarquer que le niveau de stigmatisation a été réduit. Donc, lorsque vous revenez et vous faites ce retour vers l'établissement concerné, la stigmatisation est réduite. Les ateliers de formation sont très innovateurs, comme je l'ai dit. Il est très simple euh, de répliquer ces exemples et de les reproduire dans d'autres endroits, sachant que cette approche doit être participative. Et en raison de la forme participative des entraînements, tous les travailleurs au sein de ces établissements ont pu reconnaître les comportements stigmatisants commis par leurs collègues. Et parce que ces formations sont assurées par des employés de l'établissement, ceci veut dire que la formation appartient à l'établissement. De là, ce sens d'appartenance qui est développé. Toutes ces interventions, toutes ces équipes de champions qui ont été formées ont permis aux établissements de se sentir responsables de ce projet. Il y a eu de même beaucoup de soutien de la part de la direction qui les a aidés à entretenir ces interventions. Ceci est très important dans le but de pouvoir garder ce niveau de travail et d'amélioration. Vous devez inclure la direction de l'établissement afin de garantir ces initiatives et de garantir leur succès. Je pense que ceci est une clé pour la durabilité et ceci peut être reproduit dans plusieurs autres pays, comme c'est le cas dans la Tanzanie et en Thaïlande, qui ont développé un guide de formation qui peut être adapté à différentes situations. Merci beaucoup, Emma. Combien de personnes sont impliquées dans ces facilités ou dans votre organisation? Juste pour avoir idée sur la taille de votre organisation. Donc, idéalement, toutes les personnes qui sont présentes dans la facilité devraient être formées. Donc, l'idéal serait de former 100% du personnel, mais je crois que ceci n'est pas réaliste. Donc, nous essayons autant que possible de former 80% au moins du personnel. Merci, merci. Je passe à Erika. Erika, quels sont les messages clés que vous espérez euh, que les personnes tireraient de la note technique de l'Organisation mondiale pour la santé? Merci beaucoup, Alexandra, Karen et Emma. Je vous remercie de cette séance très informative. Donc, en 2024, l'OMS a publié cette note technique sur la réduction de la stigmatisation et la discrimination reliées au VIH. Donc, c'est un document qui se concentre particulièrement sur les institutions de provision de soins médicaux. Nous savons que ces facilités-là sont fondamentales dans le changement que nous voulons réaliser. Et par conséquent, il est important que ces institutions-là sachent comment adresser la stigmatisation et la discrimination, comment
intégrer également de nouvelles mesures dans le cadre de la provision de soins et de services médicaux. Donc, deuxièmement, le document souligne qu'une action seule n'est pas suffisante. Donc, afin de pouvoir adresser la stigmatisation et la discrimination, nous avons besoin d'une approche globale, intégrée, qui comprennent bien sûr des actions et des mesures à différents niveaux et dans différents secteurs. La note technique avance certains exemples qui mettent l'accent sur l'importance de cette approche multidisciplinaire et multisectorielle. Donc, c'est une approche également qui reconnaît les différentes natures de stigmatisation. Et nous savons que la définition de la stigmatisation ou la nature de la stigmatisation pourrait être assez euh, complexe. Donc, nous devons vraiment adresser ce sujet-là avec un œil assez large, avec une perception assez large afin de pouvoir venir en appui, notamment auprès des groupes les plus vulnérables. Je crois que cette note technique sera circulée juste après cette séance. Elle est axée autour de trois priorités. Donc, premièrement, que les approches soient centrées sur les personnes concernées. Les efforts devraient être cadrés de cette façon-là, de concevoir un système, de concevoir euh, de concevoir donc toute une infrastructure de provision de services qui soit centrée sur les personnes concernées. La deuxième priorité est d'adopter des approches pour l'amélioration de la qualité des services et des soins apportés aux groupes les plus vulnérables. En effet, nous parlons de plusieurs interventions, mais si nous sommes capables de réfléchir ou d'évaluer ces interventions à partir de la qualité, nous savons et nous réalisons que les résultats pourraient varier d'un endroit à un autre. La troisième priorité est de s'assurer que ces approches soient systématisées. Donc, Karen vient de dire que les fournisseurs de soins sont impliqués dans la stigmatisation et la discrimination, mais eux aussi doivent recevoir donc l'assistance requise et l'aide requise afin de surmonter cette attitude-là, afin de comprendre ce qui se passe de l'autre côté, ce qui se passe auprès des communautés clés, du côté des personnes vivant avec le VIH, notamment lorsqu'elles sont exposées à la stigmatisation et la discrimination. Donc, voilà les trois priorités de cette note descriptive, de cette note technique. Mise en place par l'OMS en 2024, une note qui appelle aux actions concrètes qui doivent être entreprises. Merci. Merci beaucoup. C'est très clair. À votre avis, comment est-ce qu'un État pourrait optimiser les bénéfices d'un tel document, d'une telle note technique? Parce que nous savons que parfois, un très bon document pourrait ne pas être très bien mis en exécution. Donc, comment est-ce que, à votre avis, les États pourraient optimiser les bénéfices d'un tel document? Merci de votre question parce que je crois que notre défi principal réside au niveau de la mise en exécution. Il existe beaucoup d'exemples d'approches, comme l'approche d'EMMA par exemple, et d'autres approches qui ont été adoptées globalement et qui ont réussi à mener, à entreprendre des actions concrètes. Donc ici, j'encouragerais les directeurs des facilités, les directeurs d'institutions de provision de soins de santé, les fournisseurs de ces soins à prendre euh, conscience euh, de cette note technique, d'être ouvert à adopter de nouvelles approches innovatrices. Donc, bien sûr, je n'ai pas de réponse
précise sur comment chaque État ou comment chaque personne concernée pourrait utiliser ce document. Mais ce que je peux dire, c'est que si nous travaillons, si nous adoptons une mentalité concentrée sur la communauté, si nous travaillons avec la communauté, si nous travaillons avec les différentes parties prenantes, nous allons pouvoir trouver les meilleures actions concrètes à prendre afin d'optimiser les avantages et les bénéfices de ce document. Et je crois que si nous pouvons également intégrer ces actions-là au niveau politique, au niveau des politiques, eh bien, nous assurerons une approche encore plus systématique de ces actions-là et de ces mesures qui adressent la stigmatisation et la discrimination. Merci. Merci beaucoup. Oui, effectivement, vous avez répondu à ma question. Donc, je vais prendre maintenant quelques questions de l'audience et j'ai une première question autour du rôle de la communauté dans la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Donc, à votre avis, que pourraient faire les communautés afin d'aider les personnes à exposer à la stigmatisation et à la discrimination, notamment au sein de facilités de soins de santé? Je crois que le suivi mené par les communautés et le fait d'impliquer les communautés depuis le début euh, est crucial. Et lorsque je parle de communauté, je parle de la communauté tout entière et non seulement les personnes vivant avec le VIH. Donc, il y a un exemple du Cambodge où la communauté est venu auprès de la facilité afin de voir comment ensemble ils pourraient faire circuler un document et un message sur ou autour de la question de la stigmatisation et la discrimination à l'encontre des personnes vivant avec le VIH. Et c'était vraiment un exemple très, très réussi. Emma, Karen, auriez-vous quelque chose à ajouter pour répondre à cette question? Donc, j'ai voulu répondre, en fait, à une autre question qui nous est parvenue dans la case des questions-réponses. Une question concernant les mécanismes de soumission de rapports pour la protection des personnes vivant avec le VIH. Et malheureusement, nous savons que parfois ces mécanismes-là pourraient être très compliqués. Euh, Et malheureusement, en général, les personnes vivant avec le VIH et notamment les femmes vivant avec le VIH n'ont plus confiance en ces mécanismes-là parce que nous savons que dans la majorité des cas, ces mécanismes-là, en plus d'être très compliqués, ne mènent jamais à la justice. Et nous savons que 40% des femmes vivant avec le VIH souvent préfèrent ne pas informer et ne soumettre aucune plainte et aucun rapport juste par peur de la revanche et de la punition. Un très grand nombre de femmes ont encore peur d'être exposées à plus de euh, dégâts, à plus de risques, que leur famille pourrait être exposée à des risques également au cas où elles se présentaient ou au cas où elles utilisaient, elles auraient recours à ces mécanismes de plainte. Donc, je crois que ce manque de confiance autour du système fait que de moins en moins de cas sont euh, reportés. À la lumière de ce défi-là, on se demande comment est-ce que nous pourrons appuyer la communauté, comment est-ce que nous pourrions soutenir la communauté.
Oui, à travers le soutien de pairs. Donc, afin de venir en aide aux femmes ayant été exposées à des abus ou à des violations de leurs droits à travers d'autres pairs, à travers d'autres femmes. Donc, c'est une façon de contourner ce défi-là. Je voudrais également répondre à une autre question concernant l'existence de lois pour protéger les personnes vivant avec le VIH. Ici, je voudrais mettre l'accent sur une très bonne base de données concernant les personnes vivant avec le VIH et qui présente des données très intéressantes. Donc, vous pouvez rechercher des données concernant votre pays et vous pouvez avoir accès à des cas également de revanche ou d'accès à la justice. Je voudrais également poser cette même question aux autres panélistes parce que je crois que la question de l'accès à la justice est une question fondamentale. Emma, auriez-vous quelque chose à ajouter concernant l'accès à la justice, notamment lorsqu'il s'agit de stigma et de discrimination? Une façon pour améliorer la lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l'encontre des communautés clés a été d'impliquer ces communautés-là dans les formations. Donc, lors de nos formations, nous invitons les populations clés à prendre la parole dans des panels et cela leur permet de s'engager dans des conversations avec l'audience, de parler de leurs défis, des défis auxquels ils font face, des obstacles, des difficultés. Donc, c'est un espace qui leur permet de s'exprimer, de parler de leur situation, de leurs difficultés, de comment cela les affecte. Et cela permet à l'audience également, si l'audience comprend par exemple des infirmières ou des fournisseurs de soins, cela leur permet de réfléchir d'une autre façon et de changer leur attitude envers les personnes vivant avec le VIH. Merci, Emma. J'ai une autre question pour vous. Avez-vous vu un changement au niveau des mentalités après votre intervention? Avez-vous eu un changement au niveau de l'attitude et du comportement? Oui, certainement. Nous avons euh, recensé plusieurs cas, plusieurs exemples de changements au niveau du comportement. Nous avions mené une étude de base qui avait montré que 56% des infirmières, par exemple, avaient peur d'être euh, contaminées par le virus, alors qu'après l'intervention, ce pourcentage avait radicalement changé. J'ai une question spécifique pour Karen. Pourriez-vous nous parler des stratégies très particulières que vous avez adoptées pour mesurer la précision et la représentativité des données que vous avez collectées? Donc, il n'est pas très facile de collecter des données autour de l'abus, par exemple. Comment est-ce que vous avez pu mesurer ces données-là? L'une de ces stratégies a été l'approche Stigma Index. Le programme Stigma Index, c'est une approche qui permet de collecter des données, non pour un usage académique dans des recherches ou dans des études, mais pour le but du plaidoyer. Les personnes qui mènent les entretiens et les entrevues dans le cadre de ce programme sont des chercheurs qui savent analyser les données.
Parmi notre équipe, parmi les personnes qui menaient les entretiens, nous avions également des personnes qui ont vécu elles-mêmes de telles expériences. Donc, et cela a établi une certaine confiance avec les personnes interviewées. Et cela les a encouragées à partager leur expérience et à donner plus de détails. Merci. Je vois une question qui s'adresse spécifiquement à vous, Erika. Comment est-ce que l'OMS engage les ministères de la santé dans les programmes contre la coercition et dans les programmes de lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH? Merci de cette question. Je ne sais pas si je peux vraiment répondre au nom des ministères de la santé. Mmh, mais ce que je peux dire, c'est que nous travaillons avec les États, avec les ministères, afin de s'assurer qu'ils intègrent ces questions-là dans leur stratégie nationale, afin qu'ils assurent le budget nécessaire pour ces programmes-là. Mais au-delà de cette collaboration, je ne crois pas que je suis en mesure de répondre au nom des ministères, mais je pourrais peut-être suivre sur cette question avec des personnes qui auraient plus d'informations que moi. Donc, je serais contente de euh, ramener cette question à mon groupe de travail et à vous fournir plus des réponses plus détaillées plus tard. Une question pour tout le monde. Êtes-vous consciente d'efforts qui impliquent les médias et les médias sociaux en particulier dans des efforts de lutte contre la stigmatisation et la discrimination? Et ici, nous voudrions avoir vos réponses à vous trois. Donc, je répète la question. Êtes-vous consciente d'efforts ou d'initiatives qui usent des médias et des médias sociaux afin de contribuer au programme de lutte contre la stigmatisation et la discrimination au niveau national? Karen? Donc, lors de notre huitième conférence, nous avons pu impliquer l'équipe des médias et des médias sociaux, et cela grâce à l'appui de l'AES. Et il était très intéressant de voir un groupe de femmes des communautés clés qui s'étaient rejoints à l'équipe médiatique, qui avait également rejoint les initiatives médiatiques pour couvrir la conférence, mais pour lancer également leur propre campagne médiatique autour de la stigmatisation et la discrimination, des campagnes centrées autour des approches féminines, autour de la violence basée sur le genre, autour d'autres questions très intéressantes. Nous allons répéter cette expérience lors de notre conférence en 2025. Nous pouvons et nous devons impliquer les communautés dans ces stratégies et dans ces efforts de plaidoyer. Donc, il faut parler de ces sujets-là. Il faut aborder ce sujet de la discrimination et de la stigmatisation, non seulement dans nos cercles restreints, mais dans les espaces plus ouverts, dans les médias sociaux, dans les médias. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait répondre à cette question autour des médias et des médias sociaux. Oui, bien sûr. Donc, il y a 3 ans, j'ai participé à un travail mené par un groupe ouest-africain au Ghana qui s'était réuni avec des parties prenantes gouvernementales au Ghana pour aborder la question de la stigmatisation et la discrimination. Et parmi les participants,
étaient des journalistes qui avaient déjà des contacts avec des institutions gouvernementales et des ministres et des ministères, pardon. Donc, ce n'est pas un travail que j'ai mené personnellement, mais c'est un travail qui m'a vraiment inspiré lorsque j'ai vu comment ces journalistes-là ont joué un rôle super important en agissant de liaison et de connexion entre les différentes parties prenantes. Une autre idée pourrait être, par exemple, de mener des enquêtes anonymes pour collecter des informations et des expériences de personnes qui ont vécu cette stigmatisation et cette discrimination et peut-être de publier ces histoires-là, ces histoires d'une façon anonyme afin de sensibiliser l'audience autour de la question de la stigmatisation et la discrimination. J'ai eu d'autres expériences également dans d'autres régions du monde où les jeunes journalistes particulièrement avaient joué un rôle primordial dans la sensibilisation autour de la stigmatisation et la discrimination. Merci beaucoup. Emma, certes, nous admettons bien sûr que les médias sociaux jouent un rôle important. Récemment, nous avons lancé un nouveau programme au Ghana et qui a pour objectif de sensibiliser autour de la stigmatisation dans le pré-service. Et notre plan est de publier, donc de faire la publicité euh, autour de ce programme dans les médias sociaux et dans les médias. Merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes avant la fin. J'ai une question finale. Je vous donne 1 minute pour y répondre. Quel serait le meilleur impact ou une mesure qui, à votre avis, pourrait produire l'impact le plus grand? Donc, Karen, euh, écoutez-nous et impliquez-nous dans la solution. Emma, en un mot, je dirais l'empathie, parce que je crois que tout cela commence par cette émotion-là. Erika, à mon avis, ce serait d'évaluer nos propres biais et d'être totalement honnête avec nous-mêmes, de changer euh, notre impartialité ou notre partialité afin de pouvoir produire le changement désiré. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup de toutes les informations que nous avons partagées. Malheureusement, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Ce webinaire sera publié, diffusé sur nos médias sociaux. Je suis désolée pour ceux qui n'ont pas eu la chance de poser des questions. Je remercie tous les panélistes. Je remercie l'audience de votre présence. Je crois que c'était un webinaire très intéressant. Ce n'est pas la dernière fois, malheureusement, où nous allons aborder la question de la stigmatisation et la discrimination, mais j'espère que nos discussions contribuent à mettre fin à ce phénomène-là. Merci encore une fois et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.